Laurent, je te laisse te présenter ton parcours, tout ça. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne sais pas, enfin, me présenter, c'est toujours délicat parce qu'on ne sait pas par où il faut commencer et on ne sait pas quoi, par contre, il faut terminer. Actuellement, je suis l'entraîneur du Brest-Bretagne Handball qui évolue en LBE, LFH et qui a eu la chance de jouer en Champions League encore cette année et on y sera donc l'année prochaine. Mon parcours, écoutez, avant cela, j'ai commencé à être entraîneur professionnel, on va dire cadre professionnel, à être professionnel de l'activité handball à partir de 93. J'avais commencé par un poste de cadre technique fédéral dans un département, missionné sur une région, enfin, etc. Donc ça remonte. En 96, après avoir eu le professorat de sport, j'ai eu la chance d'avoir un poste de CTS en Aquitaine et responsable du pôle France masculin de Talence. Je suis revenu, après avoir été responsable du pôle Talence, j'ai été entraîneur des Girondins de Bordeaux en première division masculine pendant 3 ans. Je suis revenu en région centre, parce que je suis originaire de la région centre de Tours, pour reprendre un poste de CTS. En 2005, je suis devenu entraîneur de Toulouse Handball en première division masculine et LNH pendant 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, alors que je n'avais pas forcément regardé beaucoup le handball féminin, je suis devenu l'entraîneur de l'équipe professionnelle de féminine d'Arvor 29 qui évolue en première division féminine pendant 3 ans. Après, pendant un an, j'ai été sélectionné national à l'équipe de Tunisie féminine. Et puis en 2013, je suis revenu sur Brest pour entraîner le Brest-Bretagne Handball et j'y suis donc depuis 2013. Voilà. Donc vous dire simplement que j'ai la chance d'entraîner des garçons et des filles du département à l'équipe nationale et du département à la première division. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir un panel de vues du handball assez complet, je pense, et qui n'est pas terminé, parce que c'est jamais fini, mais qui me permet d'avoir quelques idées sur la question. Voilà. Tu as vu de belles compètes aussi. Voilà, oui, oui, oui. Des titres de champion de France, vice. Là, cette année, malheureusement, la Champions League, on était embarqué pour une belle compétition qui sera peut-être prolongée en début d'année prochaine, mais malheureusement, le Covid nous a frustrés d'une saison qui pouvait être extraordinaire. Alors la suite, écoutez, le sujet c'était qui m'avait été envoyé par Marie, représenté, c'était gain de but handball à 7. Donc moi j'ai essayé de l'imaginer surtout à travers le poste de gain de but dans un premier temps, pour évoluer un petit peu ma réflexion vers effectivement le jeu à 7, mais sans développer plus. Ça mériterait plus de temps, beaucoup de temps. Donc voilà, donc mon exposé à vous, reprendrait sur un rappel du poste de gain de but s'il est nécessaire, euh, d'une évolution ou une présentation d'évolution succincte de la règle qui nous a amené effectivement à se poser la question d'utilisation ou non de la gain de but sur le terrain, du moins d'une septième joueuse. Une question qui pourra porter sur quel investissement en entraînement et quel investissement sur le jeu. On se rend compte qu'il y a des équipes qui utilisent de plus en plus ce jeu à 7, euh, d'autres équipes de moins en moins, et vous verrez que plus on va vers le haut niveau et moins c'est forcément utilisé. Alors pourquoi? On essaiera de se poser la question. Et puis, ça fait forcément appel à certaines convictions qu'on a du jeu handball, sachant que j'essaierai de vous présenter les 3 options possibles, l'utilisation ou non d'une joueuse supplémentaire sur le terrain. Donc, quelques généralités sur le gain de but et son évolution. Donc, le gain de but, tout le monde est censé savoir qu'au départ, la règle ayant changé, ça a considérablement fait évoluer la logique interne de l'activité, hein. Le gain de but qui est dans sa zone et ma zone, c'est chez moi ici, personne ne peut y rentrer, était souvent ce que ressortaient les anciens gains de but. Donc le handball se joue normalement à 6 joueuses, 6 joueurs de champ contre 6 si on est complet, et on a un gain de but qui sont censés présenter une cage et qui fait 3 mètres sur 2. Euh, voilà, quelques généralités vous dire que le gain de but, au plus haut niveau, du moins, le gain de but a un rôle très très important et des gains de but, souvent, des résultats peuvent s'obtenir. On a forcément en souvenir Thierry Omeyer dans les buts qui a rapporté pas mal de médailles pour l'équipe de France, mais aussi on peut penser à Amandine Leno, mais on peut penser à tellement d'autres gardiens que je pense que cette idée-là peut forcément s'ancrer. Vous dire quoi d'autre par rapport au gain de but? Souvent, euh,
on l'utilise éventuellement pour le jeu rapide dans des options diverses. On le peut, surtout le gardien de but, c'est surtout avant tout un dernier défenseur. Et, je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus, vous m'excuserez. Alors, quelques généralités sur la règle et son évolution, ça me semble être important là-dessus. La règle a voulu au départ, le gardien de but était dans sa zone et progressivement, on a pu penser que le gardien de but pouvait sortir de sa zone et notamment, on pouvait faire sortir la gagne de but du terrain en faisant rentrer une joueuse ou un joueur qui devait porter un chasuble. La chasuble, ça a été utilisé pendant quelques années. Alors, on n'était pas obligé, sachant que dans les réunions techniques d'avant-match, souvent les délégués, les arbitres nous demandaient est-ce que vous allez utiliser un chasuble? Oui et non, on devait présenter le chasuble. Et donc, on avait cette possibilité, effectivement, d'utiliser le gardien de but ou non sur le terrain. Donc, il y avait des options, jeu classique ou utilisation d'une joueuse supplémentaire en faisant sortir la gagne de but et en faisant rentrer une joueuse avec un chasuble. C'était un bordel pas possible. La deuxième option a été de dire bah, écoutez, on retire cette idée de chasuble et donc possibilité toujours d'utiliser la gagne de but sur le terrain ou de faire sortir la gagne de but du terrain pour faire rentrer une septième joueuse ou septième joueur, ce qui entraîne certaines problématiques qui devront être à gérer. Vous dire que la règle, quand le gardien de but est dans sa zone, il peut toucher la balle du pied, il peut toucher la balle comme il veut pour empêcher que la balle puisse rentrer dans le but. Le gardien de but doit relancer la balle à la main. Le gardien de but relancer au pied, ça peut être très compliqué. Et tant qu'il est dans sa zone, il est soumis à une règle qui est inhérente au gardien de but. Et dès que le gardien de but sort de sa zone, elle est soumise au même règlement que les joueuses de champ quant à la limitation du nombre d'appuis, quant à la maîtrise du ballon, quant à l'action sur des adversaires, des fautes, la règle numéro 7, etc. etc. Attention, comme j'ai pu l'indiquer sur le truc, sur le PowerPoint, la règle progressivement s'était rendu compte que les gardiens de but qui sortaient de la zone et qui pouvaient intercepter des ballons ou qui pouvaient gêner des relances, il y a eu quand même des accidents qui ont amené quand même des traumatismes importants. Donc progressivement, il a été inventé une nouvelle règle, ou enfin du moins la règle a évolué pour protéger les joueuses de champ, les joueurs de champ, en faisant en sorte que si la gagne de but touchait une joueuse, un joueur qui voulait réceptionner une balle de relance, de contre-attaque, il pouvait donc y avoir un carton rouge, une disqualification de la joueuse pour un jeu dangereux. Donc une volonté de protéger les réceptionneurs. Vous dire aussi que la règle a évolué pour faire en sorte que dans les situations d'occasion manifeste de but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gardien dans le but parce qu'elle est sortie de la zone, c'était l'idée d'avantager un petit peu l'attaque, de protéger davantage l'attaque. Ça veut dire que si le but était vide et qu'il y avait une action sur la porteuse de balle, sur le porteur de balle qui pouvait lancer éventuellement un ballon au but, ça pouvait amener un 7 mètres, voire un 2 minutes pour l'équipe attaquante. Voilà un petit peu de manière très succincte un petit peu les évolutions de la règle. Alors après, l'idée pour moi, c'était de dire, voilà, le gardien de but, handball à 7, quelle peut être l'utilisation du gardien de but ou de la non-utilisation du gardien de but en faisant sortir la gardien de but en faisant rentrer une joueuse. C'est une règle qui est de plus en plus utilisée dans le handball moderne, on essaiera de comprendre pourquoi. Il y a 3 options. La première, c'est on utilise le gardien de but de manière classique dans sa zone. Je vous avoue que c'est plutôt celle que je privilégie parce que je reste plutôt dans un handball classique, même si moi j'ai pu investir cette année un petit peu dans le jeu à 7, un petit peu. Donc le rôle des gardiens de but dans son rôle de dernier défenseur, hein, le gardien de but qui peut être placé en dissuasion en dehors de sa zone pour empêcher une passe de relance, voire l'intercepter, attention au danger si elle percute une joueuse pour une disqualification, voire un danger pour l'attaquante.
mais le gardien de but dans son rôle de dernier défenseur est surtout évalué dans sa capacité à faire des arrêts, dans ses statistiques. Voilà, son pourcentage d'arrêt est souvent identifié pour pouvoir savoir si un but a été performant ou pas, donc dans son rôle de dernier défenseur. Dans son rôle de premier attaquant, le gardien de but peut être un relanceur et donc un quarterback extraordinaire grâce à sa passe et la capacité qu'il a à aller chercher un ballon et à faire les bons choix et relancer vite. Le gardien de but peut être un passeur décisif qui peut amener des buts plus faciles, des passes de relance contre-attaque, voire trouver des premiers relais qui amènent une propulsion vers l'avant et qui peut permettre de développer un jeu rapide. Donc le gardien de but peut avoir un rôle de premier attaquant par sa relance, mais également peut avoir un rôle de premier attaquant en se plaçant en relais immédiatement après avoir fait sa passe sur le terrain. Tiens, bonjour Mathieu. Il peut être en capacité de porter un relais, un soutien, voire un premier appui à un partenaire qui a reçu la balle et donc de permettre de prolonger le ballon vers l'avant. Voilà, donc ça c'est une option, une utilisation classique. L'option 2, qui est de plus en plus utilisée, donc vous avez dit au préalable de manière très succincte, que le gardien de but pouvait sortir du terrain pour faire entrer une joueuse avec la chasuble. Donc cette règle a évolué. Maintenant, la gardien de but peut sortir du terrain pour faire entrer une joueuse qui portera la même couleur de maillot que les autres joueuses de champ. Quel est l'intérêt, l'objectif? Le handball, quand vous vous trouvez dans une opposition avec l'adversaire, l'idée pour réussir à marquer des buts, c'est d'essayer de créer des avantages que vous allez exploiter pour essayer de marquer un but. Vous marquez un but de plus, vous en prenez un de moins. Pour créer ces avantages, vous avez deux manières de pouvoir le faire. Si vous êtes dans une situation de 6 contre 6, c'est soit d'être capable de déborder un adversaire qui vous amènera à une situation de tir immédiate, soit d'attirer un autre adversaire qui vous permettra de prolonger cet avantage pour qu'un autre puisse l'exploiter. Donc, créer un avantage par le débordement, par l'utilisation du 1 contre 1. Le deuxième moyen de créer un avantage, c'est le mouvement des joueurs, changer de système d'attaque, faire bouger un petit peu les attaquants sur la zone, qui peut permettre, dans un temps peut-être limité, de surnombrer des secteurs, et ces surnombres de secteurs pourront peut-être être utilisés pour mettre une joueuse, un joueur en situation de tir. Donc ça, c'est l'objectif de l'attaque. Maintenant, à partir du moment où vous pouvez utiliser une septième joueuse en attaque, de fait, vous êtes en situation d'avantage parce que vous êtes en surnombre. Donc, l'objectif principal de sortir la gagne de but, c'est d'exploiter un 7 contre 6, voire peut-être un 7 contre 5, et de faire en sorte que l'attaque soit en situation d'avantage sans avoir utilisé nécessairement des mouvements de joueuse et sans avoir utilisé nécessairement des duels 1 contre 1. Donc, on imagine assez facilement que ça peut permettre de rééquilibrer des rapports de force, voire même de déplacer un rapport de force, d'amener le rapport de force de manière plus favorable pour une équipe qui utilise ce surnom. Alors l'avantage de ce jeu-là, c'est un outil stratégique très intéressant pour gérer certains scénarios. J'imagine par exemple une dernière minute où vous avez un but important pour égaliser, pour gagner un match. Donc ça peut permettre en situation de crise d'avoir un avantage et tout créer. Ça peut permettre aussi dans des situations de gestion d'une défense adverse et qui est très agressive, qui veut éventuellement faire une stricte, un duel sur une ou deux adversaires. Si vous faites rentrer une septième joueuse, vous vous retrouvez une situation encore où le projet défensif est déstabilisé, déséquilibré. Et puis tout simplement, parce que c'est aussi ce que pas mal d'équipes essayent de faire, c'est que ça peut permettre, pour des déséquilibres installés d'avance dans les rapports de force, ça peut permettre des équipes plus faibles, présumées plus faibles, de récupérer un certain potentiel d'attaque pour rééquilibrer les rapports de force. On peut raconter un petit peu, par exemple, Bourg-de-Péage cette année qui a réussi à obtenir un match nul à Metz en milieu de saison. Bourg-de-Péage qui était forcément présumé qui est plus faible que Metz. Et par l'utilisation de cette septième joueuse, a réussi à rééquilibrer le rapport de force et à obtenir un match nul. Mais une équipe comme Besançon, c'est quelque chose que Besançon utilise régulièrement, comme l'équipe de Chambray, qui utilise à longueur d'année, souvent face à des équipes qui sont présumées plus fortes. Donc, j'ai eu une question hier d'un entraîneur qui aussi avait un questionnaire auquel je devais l'aider. Il me disait, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'affirmation
d'une faiblesse, dire ouais, on est plus faible et donc déshonorant. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est un outil stratégique qui est intéressant. Par contre, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Il faut l'utiliser à bon escient, à bon moment pour effectivement surprendre l'adversaire. Quand vous rencontrez une équipe qui joue systématiquement à 7 contre 6, vous vous préparez à défendre à 6 contre 7. Donc, vous pouvez aussi développer des stratégies qui peuvent amener de gros risques à l'adversaire. Donc, voilà. Donc, les avantages, si je devais revenir là-dessus, il n'y a pas besoin nécessairement d'utiliser des stratégies pour créer des avantages que j'ai présentés initialement, par le duel, par le mouvement de joueuse pour sûrement un secteur. Alors, les inconvénients, parce que tout a un prix, le changement de gain de but de joueuse, parce qu'il faut la joueuse de champ supplémentaire qui rentre dans le but ne peut pas aller dans le but. Donc, si vous voulez avoir une joueuse qui protège votre but et qui empêche le ballon d'accéder dans le but, il faut que vos gardiens de but soient capables de revenir dans le but. Donc, il y a ce changement pour faire rentrer à nouveau vos gardiens de but dans le but doit être souvent anticipé. Ce qui fait que cette anticipation peut être lue et peut amener à un moment donné une attaquante à être lisiblement moins dangereuse pour l'adversaire. Donc, ce qui fait que vous pensez au départ à 7 contre 6 et vous pouvez finalement très vite vous retrouver à 6 contre 6 de manière virtuelle. Que vous avez forcément des attaquantes qui, voulant anticiper ce changement, refusent des tirs et en gros s'excluent complètement d'une continuité du jeu d'attaque qui amène un jeu d'attaque qui devient un peu stérile. Donc, et alors, le deuxième désavantage de ce changement attaque-défense qui doit être anticipé, et on l'a vu, je crois, avec Laura Glauser notamment, je crois, avec l'équipe de Metz contre un adversaire européen. Le changement, il faut que la joueuse de champ l'anticipe et sorte, mais il faut que la gardienne de but soit capable de rentrer très très vite dans son but, ce qui peut amener certains dangers et porter atteinte à l'intégrité physique des gardiens de but. Voilà, donc le deuxième inconvénient, c'est que pour des équipes qui se sont préparées, ça peut proposer des occasions de but supposées plus faciles, parce qu'en une passe, voire en deux passes ou en un minimum de passes, vous pouvez faire accéder le ballon au but et vous vous retrouvez sans avoir à jouer un duel avec un gardien de but, à marquer des buts facilement. Voilà. L'autre inconvénient qui me semble important, parce que vous avez des équipes qui ont le temps d'investir beaucoup de temps, je pense notamment aux non-européens, mais ça suppose à l'entraînement un travail très approfondi pour que votre jeu à 7 contre 6 soit cohérent et qu'il puisse être efficace et avec un minimum de lecture de l'adversaire. Donc, il faut effectivement être capable de travailler souvent et de manière approfondie à l'entraînement pour que les joueuses savent gérer le surnombre. Et j'ai envie de vous dire, vous avez intérêt quand même à avoir des joueuses qui savent effectivement exploiter des surnombres, exploiter des avantages. Si vous avez des joueuses qui ont peu de lecture et qui sont constamment dans la confrontation, dans le duel, sans prendre en compte des joueuses qui peuvent se retrouver tout seuls face à des espaces, ça peut être compliqué. Et tout cela doit permettre aussi de mesurer les risques. Vous allez avoir des joueuses qui doivent gérer le surnombre, mais aussi mesurer les risques à prendre. Il y a des tirs qui sont à prendre, d'autres qui ne sont pas à prendre. Il y a des passes qui sont à faire, des passes qui ne sont peut-être pas à faire, parce que ça peut amener des interceptions, des récupérations de balles plus facilement par l'adversaire, qui peuvent conduire donc à des buts plus facilement obtenus. Et il faut, dans cette capacité que vous avez à développer du jeu à 7 contre 6, que les répartitions soient très claires des rôles de chacune des joueuses. Ça me semble essentiel de la part des ailières, des arrières, des demi-centres et des pivots. Si vous utilisez deux pivots, parce qu'on pourrait imaginer qu'on peut jouer à 4 arrières autour. Hein. C'est très rarement fait, mais on peut imaginer qu'on peut jouer à 4 autour et 4 arrières autour et une seule pivot. Voilà un petit peu l'option 2. La troisième option qui peut être imaginée, qui est de plus en plus réfléchi par certains, je pense notamment à Patrice Canaillé, qui est en train d'essayer d'investir là-dessus, mais qui suppose que vous ayez le ou la gagne de but en capacité à le jouer, ou éventuellement que vous ayez investi dans la formation. Ce serait d'utiliser le ou la gagne de but sur le terrain comme une joueuse de champ, ce qui serait effectivement novateur. Alors, je ne vous cache pas que nous, à Brest, on a une joueuse qui s'appelle Cléopâtre Darleux, qui est à l'aise sur le terrain comme une joueuse de champ. Quand on fait des jeux d'échauffement, elle est assez extraordinaire. Elle est capable d'attraper des ballons à toutes les positions, elle est capable de déborder, elle est capable de tirer, elle est capable de faire plein de choses. On l'a déjà même vu marquer au plus haut niveau des buts, même finir à 6 mètres.
Donc, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je me rappelle d'une époque, alors peut-être que certains anciens qui m'écoutent le savent peut-être, mais moi, je me rappelle dans les années, on va dire 90, on avait un joueur à Billère, un club de Billère qui évoluait à l'époque en D2, qui était un joueur algérien qui jouait une mi-temps les buts et une mi-temps arrière-gauche de son équipe. Et il se trouvait que c'était le meilleur buteur de deuxième division à l'époque. Donc, il y avait des possibilités bon, d'introduire des gardiens de but sur le champ. Donc, euh, pourquoi pas investir là-dedans? Il faut avoir le gardien de but qui convienne, ou du moins il faut le former. Alors là, l'objectif, ben, j'ai envie de vous dire, c'est idem que précédemment, à savoir être capable d'exploiter un 7 contre 6, une situation de surnombre. Et ça permet de ne pas être obligé de trouver des stratagèmes pour créer des avantages par le duel ou par les mouvements de joueurs. Ça peut être intéressant. Ça peut permettre de donner plus de vitesse à votre jeu parce que vous n'êtes pas obligé de faire sortir votre gardien de but et donc vous perdez moins de temps dans les enchaînements de phase de jeu. Donc ça me semble vachement intéressant. J'y vois un intérêt pour l'utilisation du jeu rapide. Maintenant, je me pose la question pour l'attaque placée parce que ça suppose vraiment que votre gardien de but ait un rôle sur l'attaque, qu'elle ait les savoir-faire et la capacité à marquer des buts. Parce que si on lit qu'elle n'a aucune possibilité, capacité à marquer des buts, qu'elle est juste relayeuse en attaque placée, l'adversaire va vite le lire, va anticiper les trajectoires de passe et va surtout être en anticipation pour défendre sur les joueuses de champ réelles. Donc, je ne vois pas d'intérêt. Donc, j'y vois un avantage dans l'utilisation du jeu rapide. Maintenant, l'attaque placée, il faut voir, quoi. Il faudrait voir. Alors, les inconvénients, parce que ça suppose plein de choses, ça. D'abord, ça suppose que vos gardiens de but ont des compétences pour effectivement être capables de jouer sur le champ, capables de présenter un danger pour l'adversaire. J'y vois un deuxième problème, c'est qu'il faut que votre gardien de but accepte, et je peux, pour être en connaissance de cause, vous dire que ce n'est pas simple d'accepter le combat parce que le handball, c'est quand même un sport de combat, un sport de contact. Il faut que les gardiens de but qui sont protégés dans leur zone et qui ne sont pas forcément habitués à ces défis physiques soient en capacité d'accepter, si la joueuse veut jouer sur le champ, accepter de rentrer dans ce défi physique, dans des neutralisations, voire dans des fautes subies causées par l'adversaire. Et il faut que le gardien de but physiquement soit préparé à cela. Donc ça suppose des entraînements très spécifiques. Le gardien de but ne se prépare pas aux entraînements physiquement et techniquement comme une joueuse de champ. Donc ça veut dire que ça suppose un gros investissement dans l'entraînement gardien de but, dans sa formation, mais aussi dans l'entraînement de votre gardien de but. Et est-ce que le développement de ces compétences n'irait pas à l'encontre de compétences qui sont indispensables et nécessaires pour gagner les matchs, à savoir faire des arrêts? Donc, innover, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il appartiendra à chacun d'entre vous de se poser la question. J'ai posé le problème de l'inconvénient, c'est la limite du jeu en attaque, si vos gains de but n'est pas dangereux. Et enfin, parce que c'est indispensable, si vos gains de but marquent un but ou si elle est trop loin de son but, bah, il y a le repli. Parce que seul la gain de but aura à être dans le but pour pouvoir faire un arrêt. Donc, ok, j'imagine cette innovation. Maintenant, ça soulève tellement de problèmes que pour les régler, ça me semble pas si évident que ça. Il y a une question qui m'a été posée par l'entraîneur que vous avez cité tout à l'heure, qui faisait un mémoire sur le jeu à 7 contre 6, qui me disait, mais si une nation investissait très très tôt dans la formation du jeune joueur, dans l'utilisation du jeu à 7 contre 6 et en utilisant éventuellement un gain de but sur le terrain, est-ce que cette nation-là, qui aurait donc plus les problèmes de création d'avantages par le duel, par le mouvement des joueuses, est-ce que cette nation-là pourrait devenir la meilleure nation du monde? Écoutez, j'en sais absolument rien. Je suppose encore qu'il faut vraiment trouver les joueurs ou les joueuses qui répondent à ces stratégies. Et est-ce qu'on n'irait pas trop à perdre dans le rôle qui est majeur du gain de but, à savoir garder ses buts et faire des arrêts? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Voilà, donc
Voilà un petit peu dans les 3 options. Alors, peut-être qu'il y aura des questions qui seront posées là-dessus. Je suis peut-être resté très, très succinct et trop succinct. Ça mériterait un approfondissement, c'est sûr. Alors, fort de ces options, j'ai envie de vous dire, si vraiment on veut utiliser le jeu à 7 contre 6 ou voir l'utilisation du gain de but sur le terrain, ben, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte dans la formation? Donc, j'ai envie de parler d'abord du geste à 7 contre 6, c'est peut-être prioritaire parce que le gain de but devienne un joueur de champ, bah, effectivement, il faut l'investir très tôt parce qu'il y a une motricité très spécifique qui est à prendre en compte. Il y a, il y a des qualités techniques, il y a des capacités de passe, des capacités de tir, des capacités de changement de direction, il y a des capacités de désengagement, de réengagement. Donc, il y a une motricité spécifique qui serait à prendre en compte et à développer. Il y a aussi des aspects perceptifs et décisionnels. Le gain de but dans sa zone, quand elle a relancé, l'idéal, c'est que le gain de but puisse relancer au près et au loin le plus rapidement possible. Donc, il y a une capacité à décider, à percevoir et à décider vite, mais j'ai envie de dire dans des contraintes assez minimales. À savoir, il n'y a pas la pression forcément d'un adversaire qui vient vous presser, qui vient vous harceler, voire qui vient vous neutraliser. Donc, un but voilà, sur le plan perceptif et visuel, n'est pas dans des contraintes qui l'amènent vraiment à être vraiment en grande difficulté. Maintenant, si vous amenez un gain de but sur le champ, toute l'activité perceptivo-décisionnelle sera nécessairement à développer et dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Pareil, dans la formation et dans la détection, il faudra trouver les liens de but qui seront en capacité de jouer sur le champ et dans les buts, sachant que dans les buts, il y a quand même des prédispositions qui sont indispensables, la morphologie, l'envergure, il y a des souplesses. Et est-ce que si vous avez des gains de but qui sont très forts sur le terrain, donc qui vous amènent à penser qu'elle peut jouer sur le terrain, mais qu'à côté de ça, elle ne remplissent pas les prédispositions nécessaires pour aller dans le but et très performant pour aller vers le plus haut niveau ou vers le meilleur niveau possible, moi j'ai l'impression qu'on a une confrontation et il y a un conflit un petit peu d'intérêt qui fait que j'ai peur qu'on dépense beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Alors, quoi en prendre en formation, par contre, pour le jeu à 7 contre 6 il est clair que l'utilisation du jeu dans les espaces est primordiale et surtout pas la confrontation de face à un défenseur. Et je pense qu'il faut vraiment privilégier l'écartement et les capacités à écarter et la capacité à percevoir et à jouer dans les espaces. Je pense qu'il faut au plus être capable de jouer les pieds au sol, notamment pour les demi-centres. Les demi-centres doivent être capables d'avoir une capacité d'orienter le jeu, d'utiliser un réseau très varié, un réseau de passes très varié. Ils doivent être capables de faire les choix les plus rapides possibles. Ils doivent être capables d'utiliser des tirs, qu'on va dire, avec les pieds au sol, en appui ou à l'angle. Parce qu'à partir du moment où vous sautez, à partir du moment où vous avez un temps de suspension, l'adversaire peut justement amener des pièges. Donc le demi-centre, il doit être capable de résoudre des problèmes tout en étant les pieds au sol. Donc jeu dans les espaces, est capable de lire les risques à prendre, de lire les avantages, le timing, le temps, l'espace-temps qui vous permet d'exploiter un avantage et de savoir si je l'exploite ou si je le prolonge. Ça, à mon avis, dans la formation du joueur, il faut le prendre en compte, mais quelque part, normalement, ça doit être inscrit dans la formation du joueur parce que je pense que les savoir-faire à 7 contre 6 ou à 6 contre 6 sont les mêmes. La différence, c'est qu'à 6 contre 6, vous allez devoir créer des avantages par le duel. Donc, il y a des compétences à développer dans le duel. Alors que le 7 contre 6, vous allez devoir jouer au maximum dans les espaces sans forcément avoir à jouer les duels 1 contre 1. Donc, l'utilisation des espaces, la capacité à utiliser les espaces et la capacité à faire les meilleurs choix dans j'exploite l'avantage ou je prolonge l'avantage pour qu'un autre puisse l'exploiter, ça me semble primordial. Et enfin, je pense que dans la formation, il y a des choses très importantes qui sont à prendre en compte parce que les défenseurs, ils sont un de moins. On est toujours dans un rapport de force. Les défenseurs, ils sont un de moins, donc ils essayent, quoi qu'on en dise, ils vont essayer de rattraper la balle. Donc un défenseur qui est en mouvement, vous pouvez aussi le prendre à contre-pied. Et puis vous pouvez aussi fixer un défenseur pour que le défenseur il soit en retard dans sa mise en mouvement pour rattraper la balle. Donc cette capacité aussi à gérer les rythmes de la circulation de balle et à gérer une fixation et les rythmes de la fixation et de la sortie de balle me semblent très importants. Les ailiers sont normalement des joueurs très importants pour gérer les rythmes du jeu parce qu'ils sont, comme ils sont aux extrémités du terrain, c'est eux qui doivent souvent relancer la balle et le jeu quand la balle leur pervient. Et je pense aussi que les joueurs de la base arrière, encore plus
dans le jeu à 7/6 doivent être en capacité de gérer les rythmes du jeu pour justement être capable de prendre de vitesse ou de prendre à contre-pied des défenseurs qui veulent rattraper la balle. Voilà succinctement ce que j'ai envie de dire, ce qui serait intéressant à prendre en compte pour la formation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour très succinctement. Alors, je ne sais pas si je vais vite, je vous avoue. Alors, en conclusion, quel choix à faire entre les trois options choisies? Moi, prioritairement, je préfère la première option parce que le gain de but, il me sécurise et que la priorité pour moi, c'est que le gain de but fasse des arrêts et que le jeu d'attaque. Moi, je me rappelle de grands entraîneurs, je dirais Daniel Constantini, qui m'avait dit un jour, quand j'étais déjà entraîneur, il me disait au plus ton équipe a des savoir-faire et au moins tu as besoin de complexifier ton jeu, et au moins tes joueurs ont des savoir-faire, et au plus tu vas devoir développer des stratagèmes pas possibles pour être capable de créer des avantages. Et donc je pense que tous les entraîneurs, on est confrontés à ça. Quand on est plus fort qu'un adversaire, on n'a pas besoin non plus de créer des choses très compliquées pour pouvoir créer et exploiter des avantages pour marquer des buts. Maintenant, quand vous êtes moins fort, ou parce que aussi vous avez des joueurs, des joueuses qui ont des savoir-faire limités, qui sont quand même à exploiter, parce que quoi qu'on en dise, tout le monde a des points forts. Et bien là, le jeu, il doit être un peu plus compliqué et trouver des trucs pas possibles pour réussir à marquer des buts. Le fait d'utiliser du jeu à 7/6 vous permet de rééquilibrer le rapport de force et vous permet surtout simplement aussi de mettre en place un jeu qui peut être simple. Encore faut-il bien le jouer. Est-ce que c'est si simple que ça d'être capable de lire les timings d'engagement, les timings de passe, être capable de reconnaître des espaces libres, être capable de reconnaître les déplacements et les tentatives de déstabilisation de l'adversaire. En gros, ce qu'on appellerait un jeu en lecture pour caricaturer ce que pourrait être ce jeu. On a l'impression que c'est le jeu le plus simple, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué parce que ça sous-entend que vous ne pouvez pas être défaillant dans ces domaines-là. Donc, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire par rapport au choix d'options, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de vous adapter au gain de but que vous avez dans votre effectif. Moi, je sais que cette année, j'ai essayé d'investir un petit peu dans le jeu 7/6 parce qu'il y avait des rapports de force, notamment, alors pas pour le championnat de France. Pour le championnat de France, j'ai eu le sentiment que je n'avais pas besoin d'exploiter cette stratégie. Par contre, en Champions League, j'ai eu envie d'investir là-dedans parce que d'abord, il y a des joueuses qui me l'ont demandé. Et puis, je me suis dit que quand on est fatigué ou quand il y a des joueurs qui sont en difficulté, ça peut permettre de récupérer certains rapports de force. Et quand on jouait ce jeu-là, c'était une gagne de but très particulière qui était dans les buts et qui sortait. Je n'utilisais pas n'importe quel gagne de but dans le but. L'idée, c'est qu'un gagne de but soit capable de sortir, mais surtout capable de rentrer très vite dans le but. Donc, je n'utilisais pas cette stratégie avec toutes les gagnes de but. Donc, il faut s'adapter nécessairement au gagne de but de votre effectif. Et la question se pose, voilà, si vous voulez utiliser la troisième option, c'est recruter, former un but qui a un profil joueur. Maintenant, est-ce que le prix à payer est si intéressant que ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu dans le développement succinct de mon exposé, c'était de dire en conclusion, et si une équipe, un club ou une nation investissait dès le plus jeune âge dans le jeu à 7, est-ce que cette équipe-là, qui amènerait forcément des compétences extrêmes, puisqu'il y aurait répétition de la capacité à exploiter le jeu à 7/6, est-ce que cette équipe-là ou la nation qui le mettrait en place le plus tôt possible deviendrait le meilleur club ou la meilleure nation? Écoutez, j'en sais trop rien. On peut le penser. Moi, j'ai envie de vous dire que on est toujours dans des rapports de force et la course à l'armement, hein, c'est la guerre froide. On est toujours tous en train d'essayer de s'armer le plus fort possible. Et quoi qu'il arrive, il y a toujours un temps où on est un peu plus fort, mais il y a toujours un temps où l'adversaire travaille pour rééquilibrer le rapport de force et essayer de passer devant vous. Donc, quoi qu'on en dise, une nation, une équipe, un club qui investit fort dans le jeu à 7 verra toujours des équipes qui inventeront des systèmes, des stratégies pour contrer ce jeu à 7 qui amène, quoi qu'on en dise, un risque parce que vous n'avez personne dans le but pendant ce temps-là. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un outil stratégique qui est intéressant à utiliser par moment, par parcimonie, voilà, mais que de baser son jeu totalement sur ce système-là, ça me semble hasardeux et dangereux. Voilà, très succinctement, peut-être de manière confuse pour commencer. Je ne savais pas trop, voilà, dans l'introduction, Marie. Donc,
Tu as donné quand même pas mal d'éléments. Moi, je trouve que tu as été bien complet sur la façon de voir les trois options. Mais là, oui, on va pouvoir maintenant répondre à certaines questions qui ont déjà été Ouais. posées là dans le chat pour compléter un petit peu. Alors, il y avait la première question. C'est pas dans les préconisations de la Ligue de faire jouer la gardienne sur le terrain durant un des trois tiers-temps en catégorie jeune. Donc là, je pense qu'on est plus sur la préco intercomité. Ouais, j'ai des Dominique. réponses là. Moi, je peux déjà, ayant déjà des réflexions avec les responsables de la filière, l'idée de ça, c'était surtout de faire en sorte, parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a souvent dans le but, on met la joueuse, le joueur qui est nu sur le terrain. Donc on le met dans le but parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ou alors on met le joueur ou la joueuse qui n'a pas envie de courir. Ou alors, puis des fois, on a la chance de tomber sur quelqu'un qui a vraiment ce sacerdoce et qui a envie d'aller dans les buts, qui veut développer des compétences. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de retarder un petit peu dans la détection le choix du poste et pas peut-être de spécifier trop vite. Et puis surtout, dans la formation du jeune joueur, effectivement, de faire s'entraîner, de faire jouer le gain de but une mi-temps ou une partie de temps sur le terrain. Ça permet de développer une motricité et de comprendre aussi le fonctionnement dans le défi, dans le duel tir-gain de but, de comprendre le fonctionnement d'un tireur. Et de la même manière, c'est intéressant dans le plus jeune âge de mettre des jeunes dans les buts parce que ça vous permet de comprendre quelle stratégie un gain de but essaye d'avoir contre vous pour vous empêcher de marquer des buts. Donc ça peut permettre, voilà, c'est de faire preuve d'altruisme, de bien comprendre ce que ressent son adversaire. C'est intéressant pour régler les problèmes auxquels vous allez rencontrer. Là, dans cette idée-là, il y a une remarque qui vient d'être faite. Là, je cite l'idée de Eric Barada, selon laquelle la gardienne ne devrait pas être spécialisée trop tôt. Est-elle une bonne idée pour vous en pôle d'accession, par exemple? Euh, oui et non. Moi, j'ai surtout pas envie de créer des moules et moi, je pense qu'il faut être capable d'inventer un système pour chaque joueuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une joueuse qui est forcément singulière, qui se présente à vous, il faut être capable d'imaginer quel est son chemin de réussite à elle. Donc, alors après, on peut dire qu'il y a une grosse masse de joueuses qui vont peut-être plus être dans ce registre-là et un petit peu moins dans d'autres. Moi, j'ai le sentiment que pour développer une motricité, c'est ce que je disais précédemment par rapport à l'utilisation d'une joueuse sur le champ pour jouer, hein, pour jouer en tant que joueur de champ, c'est que ça peut permettre notamment de retarder peut-être la spécialisation d'un poste. Il est arrivé que des gains de but ou des gains de but tout d'un coup se découvrent être des joueurs extraordinaires sur le terrain. Et inversement, c'est plutôt l'inverse. On s'est surtout rendu compte que vous aviez des joueurs qui tout d'un coup se découvraient être des super gardiens. Donc, ça peut permettre de retarder un petit peu le choix définitif d'un poste. Ça peut permettre aussi aux éducateurs, entraîneurs, responsables de pôle, effectivement, de voir un peu plus tard quel est le meilleur choix pour chaque joueur. Et puis, ça permet aux joueurs aussi de se définir qu'est-ce que je veux et c'est quoi ma motivation et où je veux jouer. Et puis, ça peut permettre de développer une motricité. Et une autre question à propos du poste idéal que devrait avoir le joueur supplémentaire dans le 7 contre 6. Là, il y a une suggestion. Est-ce que ça ne devrait pas être le pivot, par exemple? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un poste de pivot? Euh, Je peux répondre à ça, hein. Vas-y. J'ai soulevé un problème dans les inconvénients du jeu à 7 contre 6, c'est l'anticipation et pour le changement du joueur de champ qui doit faire rentrer le gain de but. Voilà, donc euh, on pourrait imaginer que le pivot qui est côté banc puisse sortir ou du moins le pivot qui part à l'opposé à ce moment-là par un mouvement Iago puisse après sortir. On peut imaginer ça. Mais si vous imaginez que votre pivot va avoir un rôle important de fixation de la défense dans des étagements possibles, parce que le pivot, c'est quand même au plus haut niveau l'arme fatale. Le pivot, quand il a le ballon, ça peut être quand même but 2 minutes ou 7 mètres. Donc, si vous voulez que votre pivot ait un rôle très important, qu'il ne soit pas concerné dans l'immédiateté du repli, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Moi, j'ai envie de vous dire, les joueurs ou les joueuses les plus près du banc qui permettent d'anticiper le changement pour faire entrer votre gardienne ou votre gardien, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être l'arrière qui est côté banc ou l'ailière, quoi. Et encore, beaucoup d'équipes choisissent l'ailière, mais en même temps, faisant anticiper l'ailière dans ce changement, on se prive d'une balle d'écartement, d'une balle de décalage, et surtout, vous vous retrouvez finalement à des défenseurs qui défendent à 6 contre 6 attaquants sur 3 quarts de terrain. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser que si vous pouviez avoir un arrière qui anticipe ce changement à ta défense, je pense que c'est intéressant.
Et si le gardien qui reste sur le terrain devient deuxième pivot, t'en penses quoi? Bah, il faut qu'il soit prêt à subir les impacts physiques, parce que le pivot, il est quand même souvent dans une machine à laver. Et donc, c'est pas simple. Le poste de pivot, c'est quand même un poste qui est très particulier, très spécifique et très difficile. D'abord, vous devez avoir une main, vous devez avoir une capacité dans le stress physique à attraper des ballons et être capable pour marquer des buts. Euh, et puis enfin, je pense par rapport au repli, encore une fois, ce gardien de but qui joue à pivot, il faudrait qu'il soit capable de jouer pivot. Et même s'il anticipe, il faut qu'il se retrouve dans son but avant que l'adversaire ait envie de lancer la balle au but. Alors, en ce sens-là, il y a la très bonne transition sur l'autre question. Peut-on à ce moment-là faire rentrer le deuxième gardien à la place d'un joueur? Si jamais le gardien qui est censé se taper tout le repli est trop loin ou à la bourre, ou voilà, on peut imaginer que le plus proche de la sortie, il sorte et puis c'est le deuxième gardien qui va dans le but. Vous pouvez avoir de manière temporaire, enfin, vous pouvez avoir 7 joueurs de la même couleur de maillot sur le terrain, mais aucun des joueurs de champ qui ont la même couleur de maillot peut aller dans le but pour arrêter un ballon. Vous devez avoir un gain de but qui était une couleur de maillot différent. Donc, vous ne pouvez pas vous retrouver, enfin, ou alors il faudrait que je relise mes classiques des règles du handball. Je ne pense pas qu'on puisse se retrouver, même un temps très limité, avec 2 gains de but de couleur de maillot différenciés des joueurs de champ sur le terrain. Sachant qu'à partir du moment où vous faites les changements attaque-défense comme ça, je peux vous assurer que vous avez les délégués qui passent leur temps à regarder et à pister le moindre erreur de changement attaque-défense. Ah, donc en fait, il faudrait que le gardien il puisse avoir un autre maillot, enfin qui change son maillot. Et puis ouais, donc bon, au niveau stratégique, ça peut être intéressant. Enfin, sur le papier, ça peut être dans l'idée, ça peut être intéressant, mais après vis-à-vis des règles, bah ça va pas le faire parce que bah, c'est ce que tu as dit. Compliqué. Bah oui. Alors il y avait une autre. Risque-t-on de dénaturer le poste de gardien de but avec une utilisation de plus en plus régulière en tant que joueur de champ? On a déjà Ouais, c'est ce que traité. j'ai essayé de souligner tout à l'heure. Moi, j'ai le poste de gardien de but. Alors, vous avez toujours des joueurs ou des joueuses qui sont extraordinaires, hein. Moi, Cléopâtre Darleux, pour ne citer qu'elle, a une motricité qui est incroyable. C'est un félin sur un terrain. Et elle a cette capacité, effectivement, à être. C'est une internationale de niveau mondial. Et elle est capable, sur le terrain, d'exploiter des savoir-faire qui sont incroyables. Maintenant, c'est vrai que Cléopâtre, je me rappelle un jour, Olivier Krumbolz m'avait dit qu'il voulait voir un jour comment ça se passerait si effectivement elle devait subir quelques contacts, quelques pressions physiques de l'adversaire, comment ça se passait. Et surtout, il me disait, moi ce que j'ai peur à chaque fois qu'elle va sur le terrain, c'est qu'elle puisse se blesser gravement. Donc il faut que le gardien de but accepte ses défis physiques. Je ne suis pas trop inquiet dans la motricité finalement, parce que si c'est pris au plus jeune âge, mais moi la question que je me pose, c'est est-ce que le prix en vaut la chandelle, quoi. Et j'ai peur que ce qu'on demande d'abord un gain de but, certes, on a besoin de marquer des buts, mais ce qu'on demande un gain de but, c'est surtout qu'il fasse des arrêts. Et toutes les plus grandes nations du monde et toutes les plus grandes équipes ont forcément un grand gardien. Vous n'avez aucune grande équipe, aucune grande nation mondiale qui n'a pas un grand gardien. Vous ne pouvez rien gagner. Moi, j'ai tendance à dire, je le dis régulièrement, que le poste peut-être le plus important, c'est le poste de gain de but. Et pour ne pas faire injure à l'équipe de France, les experts qui ont été monstrueux, qui ont été extraordinaires, avec des joueurs exceptionnels à tous les postes, mais Thierry Meyer, à lui tout seul, a sauvé des situations invraisemblables. Et ça a fait quand même gagner quand même des médailles, même si les joueurs de champ, en défense, en attaque, étaient aussi extraordinaires. Mais Thierry Meyer, à lui tout seul, a été capable de sauver l'équipe de France de situations très, très, très problématiques. Pour en revenir à Cléopâtre, est-ce qu'elle fait partie de ces joueuses de chant qui se sont trouvées tardivement une vocation pour les buts ou enfin, comment ça se fait qu'elle soit aussi à l'aise sur le terrain? Est-ce que tu as une explication là-dessus ou pas? Moi, je suppose, finalement, je me rends compte que je n'en ai pas discuté avec elle. Ce sera donc l'objet d'une prochaine discussion quand je la reverrai. Je pense surtout que Cléo, c'est une gagneuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne supporte pas de perdre et qui est toujours dans l'hyperactivité et qui est dans les défis permanents. Et c'est quelqu'un qui aime participer au jeu et qui ne peut pas supporter d'être dans l'attente. Et quand vous voyez Cléopâtre dans les buts et derrière sa défense, elle est tout le temps en train d'essayer de parler à sa défense pour que sa défense puisse. Mais comme Sandra Toff que j'avais cette année, hein, il y a un but danoise,
Donc, il y a une participation, une collaboration et une incitation pour que les défenseurs puissent agir le plus juste possible. Et en même temps, c'est pas une attaque, elle a envie, on a l'impression qu'elle pousse derrière, qu'elle a envie de pousser quasiment ses partenaires attaquants dans le but. Et il y a cette volonté de prolonger. Cléopâtre joue dans la passe et dans le tir. Des fois, c'est d'ailleurs, ça lui pose des problèmes. Elle a un poignet aussi qui est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'on pourrait même imaginer qu'elle puisse avoir des fois des tirs qui seraient très emmerdants pour certaines gardes de but. Mm. Donc finalement, dernière question, remarque là, vis-à-vis de la préparation physique spécifique pour le gardien, ce serait peut-être la clé, puisque le gardien, si on le fait jouer sur le terrain, bah, finalement, ça renforce encore plus l'idée qu'il doit être un athlète à part entière, avec des qualités physiques vastes sur différents champs, différents secteurs. Ouais, ça suppose une puissance, une capacité de résister aux impacts. Donc, force, puissance, force. Ça sous-entend aussi des capacités aérobie. Le gain de but, même si le gain de but a besoin de développer des compétences aérobie pour pouvoir tenir longtemps un match et être concentré longtemps, c'est pas non plus des qualités aérobie à l'identique des joueurs de champ. Donc, être capable de jouer sur le terrain, ça sous-entend être capable de courir longtemps à intensité maximale, mais c'est aussi être capable de sauter, de pousser, de déborder, de résister à des impacts. Et donc, les impacts, ça sous-entend la force, de la puissance, mais ça sous-entend aussi des qualités excentriques, hein, parce que l'excentrique, c'est résister. Donc, le poste de gain de but a besoin de qualités anaérobie exceptionnelles, a besoin de qualités d'explosivité, de souplesse, et que les manières évidentes sur sur le champ, on sollicite d'autres qualités qui sont autres. Puis on voit aussi que c'est compliqué parfois de faire 1 heure dans les buts en restant concentré et puis lucide et efficace pendant 1 heure. Alors si en plus on intègre ce jeu sur le champ, on double la charge mentale du gardien de but aussi. Donc ça peut poser d'autres problématiques en termes de coaching. Non, mais on pourrait très bien imaginer si jamais on voulait aller dans ce jeu-là. De toute façon, ça ne pourra pas avec une garde de but pendant 1 heure, c'est pas possible. Déjà avec les joueuses de champ, faire jouer une joueuse de champ 1 heure, déjà c'est très difficile. On pourrait imaginer qu'avec un certain type de gain de but que vous avez dans votre effectif, vous jouiez avec une stratégie particulière. Peut-être l'utilisation d'un jeu classique. Le gain de but déjà s'occupe de son but, participe à la relance et dernier défenseur éventuel. Un jeu plutôt classique. Éventuellement, ces gains de but peuvent sortir pour faire entrer une joueuse de champ supplémentaire. Et puis, vous pourriez avoir, dans des temps que vous définiriez, une gagne de but qui est capable aussi de jouer sur le champ. Donc, ça peut être aussi l'utilisation de gains de but qui peuvent être complémentaires. Maintenant, il faut vraiment bien réfléchir. Pour l'instant, il y a des entraîneurs qui pensent à ça. Je dis pour l'instant, la modernité fait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se posent la question du jeu à 7 contre 6 en faisant sortir la gagne de but du champ pour faire entrer un joueur du champ supplémentaire. Mais ça sous-entend beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation, beaucoup de détails à régler. Et certains entraîneurs, je vous dis, c'est pour ça que j'ai soulevé dans les options, parce que Canaillé, ça fait plusieurs fois, notamment une école de handball internationale qu'on a parlé, il soulève le problème. Moi, j'ai vraiment peur que le prépayé soit encore, c'est ma conception, peut-être que je suis un petit peu trop classique, trop conservateur, mais ça se réfléchit. D'accord. On va te libérer, comme ça tu vas avoir tes 10 minutes de pause avant d'enchaîner sur ta visio avec la Fédé. Voilà. On te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé entre toutes tes visios quotidiennes. C'est très gentil. Et puis une intervention de qualité aussi. J'espère que c'était complet, enfin que ça vous a intéressé. Voilà, le plus J'en doute important, pas. c'était vous. Voilà, merci à tout le monde. Au revoir. Salut. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Merci pour vos questions aussi. J'espère que vous avez des éléments de réponse. Vous voyez que c'est un sujet encore qui reste assez flou dans la manière d'être approprié. Bon, il y a fort à parier que ça va encore évoluer et puis qu'on va avoir de belles surprises et que la formation va être impactée. Soyez ingénieux, soyez courageux, faites des paris, qu'ils soient gagnants ou perdants, c'est pas grave, surtout en formation. Hein, vous formez des gamins, mais on se forme aussi continuellement quand on les entraîne. Donc, tentez des choses, restez pas forcément dans votre zone de confort. Voilà, bon, bonne soirée à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!